À première vue, un char d'assaut semble être l'un des endroits les plus sûrs sur un champ de bataille. Une épaisse armure en acier, un canon puissant, une protection contre les balles, les éclats d'obus et les fragments de projectiles. Comparé aux fantassins qui marchent dans la boue sous le feu de l'artillerie, le membre d'équipage d'un char semble presque à l'aise. Mais lorsque les moteurs s'arrêtent et que les canons se taisent, l'illusion disparaît rapidement. Parce que l'une des choses les plus dangereuses qu'un équipage de char pouvait faire était d'essayer de dormir. Durant la Seconde Guerre mondiale, les règlements recommandaient qu'un équipage de char ne reste pas plus de 10 heures par jour dans son véhicule. Le reste du temps devait être passé à l'extérieur, à se reposer, à manger et à dormir. Mais en combat, cela était rarement possible. Les chars étaient constamment en mouvement. Les équipages restaient à proximité en cas d'attaque soudaine, de contre-attaque ou d'ordre d'avancer. Et lorsque le repos arrivait, il était souvent pris. Dormir à l'intérieur du char était presque impensable. Il n'y avait pas de place pour s'allonger et aucun confort digne de ce nom. Les équipages sortirent dormir par terre près de leur véhicule, certains utilisant une bâche tendue depuis la coque comme abri de fortune. D'autres s'allongèrent sur la terre, bottes aux pieds, casque sous la tête. Les tirs d'artillerie ne cessaient jamais. Même au repos, des obus pouvaient tomber tout près. Pour se protéger, certains équipages creusaient de faibles tranchées devant leur char et faisaient passer le véhicule au-dessus. Le ventre blindé du char servait de bouclier contre les éclats d'obus pendant que les hommes dormaient en dessous. C'était une solution improvisée et dangereuse. Sur sol meuble, le char risquait de s'enfoncer, laissant peu de chances de survie aux hommes dessous. Écrasés, piégés ou étouffés par la machine même censée les protéger. Beaucoup de tankistes refusaient de dormir sous leur véhicule. Ils pensaient qu'il valait mieux risquer les obus ennemis que de mourir sous leur propre char. Telle était la réalité du repos pour un membre d'équipage de char, et ce n'était que le début. Les chars privilégiaient la protection et puissance de feu, sacrifiant le confort dans un espace très restreint. Les membres d'équipage étaient serrés, entourés de parois d'acier, de casiers à munitions, d'équipements radio et de la culasse du canon principal. Il n'y avait pas de place pour se tenir debout, ni pour s'étirer. Souvent, il n'y avait même pas assez de place pour se retourner complètement. Chaque mouvement devait être répété et précis. Un coup de mal placé ou un faux pas pouvait bloquer les commandes ou blesser un camarade d'équipage. L'air à l'intérieur du char était vicié et lourd. Les gaz d'échappement étaient évacués dehors, mais des traces restaient dans le compartiment de combat. L'odeur d'huile, de carburant, de poudre brûlée et de sueur se mélangeait en une brume permanente. Se laver était rare, et avoir des vêtements propres l'était encore plus. Après quelques jours ou semaines sur le terrain, le char lui-même semblait absorber l'odeur de son équipage. Et puis, il y avait la chaleur. Les moteurs des chars produisaient d'énormes quantités de chaleur, surtout en été, ou dans les compartiments de combat fermés. La température à l'intérieur pouvait dépasser les 100 degrés Fahrenheit, soit environ 38 degrés Celsius, parfois plus pendant les combats. Tirer au canon principal et rester longtemps en trappe fermée augmentèrent la chaleur. La déshydratation était permanente. L'épuisement dû à la chaleur et les coups de chaleur étaient de vraies menaces, même sans ennemis. Il n'y avait pas de toilettes. Les membres d'équipage utilisaient tous les récipients disponibles ou se retenaient au maximum. L'hygiène était très rudimentaire. Le char était une arme, y vivre une punition. Ironiquement, l'un des plus grands dangers pour un membre d'équipage de char n'était pas l'ennemi, mais le char lui-même. L'intérieur d'un char était en acier brut, sans rembourrage, sans isolation. Alors que le véhicule cahotait sur un terrain accidenté, l'équipage était projeté contre les parois, le plancher et l'affût du canon. Les têtes heurtèrent l'acier. Les membres cognaient violemment l'équipement, causant de fréquentes commotions. Pour limiter les blessures, la plupart des armées fournissaient des casques spéciaux aux tankistes. Contrairement aux casques d'infanterie, ceux-ci, rembourrés et flexibles, protégeaient surtout des chocs et non des éclats d'obus. Malgré tout, les blessures restaient inévitables. Un arrêt soudain, un virage serré ou un obstacle caché pouvait projeter un équipier contre le métal sans avertissement. Chaque mouvement à l'intérieur d'un char comportait des risques, même lorsque personne ne tirait. Malgré leur taille et leur puissance, les chars étaient étonnamment aveugles. La vision se faisait par de fines fentes ou périscopes, souvent obstruées par la poussière, la boue et les débris soulevés par les chenilles, limitant encore la visibilité. Dans une colonne de chars, ceux à l'arrière étaient souvent aveuglés par la poussière. Les commandants ouvraient alors leurs trappes et se penchaient dehors pour mieux voir. Les conducteurs suivaient des instructions criées ou des signaux de la main. En dehors des combats, cela était courant. En combat, c'était mortel. Une tête exposée était une cible facile pour les snipers, les mitrailleuses et les éclats d'obus. Pourtant, de nombreux commandants prenaient ce risque.
Voir le champ de bataille valait souvent le danger. Sous le feu ennemi, les équipages se calfeutraient, fermant chaque trappe. Une fois fermée, la visibilité chutait de façon spectaculaire. Les conducteurs avançaient fréquemment à l'aveugle, guidés par la voix du commandant à l'interphone. La moindre erreur pouvait envoyer le char dans un fossé, un champ de mines ou directement sous le feu ennemi. Si la chaleur et l'enfermement ne suffisaient pas, il y avait aussi le bruit. Les chars étaient assourdissants. Le moteur à lui seul produisait un grondement constant. À l'intérieur de la coque en acier non isolé, le son résonnait et s'amplifiait. Toute conversation normale était impossible. Les équipages utilisaient interphones, gestes, tapes ou coups de pied pour communiquer. En combat, le bruit était assourdissant. Le tir du canon principal générait un bruit dépassant 150 décibels, causant douleur immédiate et lésions auditives irréversibles. Les mitrailleuses étaient moins bruyantes, tirant en rafales. Les explosions d'artillerie proche faisaient trembler la coque et secouaient l'équipage. Certains casques de tank offraient une protection auditive limitée, rendant la perte d'audition quasi inévitable avec le temps. Beaucoup de vétérans sont sortis de la guerre partiellement sourds, un souvenir de la vie à l'intérieur de l'acier blindé. Contre les tirs d'armes légères, les chars étaient presque invulnérables. Les balles de fusil et les tirs de mitrailleuses ricochaient sans effet sur le blindage, mais les armes lourdes étaient une autre histoire. Les chars ennemis, l'artillerie, les avions et les armes anti-chars spécialisées pouvaient percer le blindage à courte distance. Des armes comme les canons anti-chars, les roquettes et les charges creuses faisaient des chars des cibles prioritaires. Lorsqu'un char était touché, tout se passait en même temps. Des fragments de blindage, appelés éclats, pouvaient se détacher à l'intérieur de la coque, transformant l'intérieur en une tempête de métal tranchant comme des rasoirs. Les munitions pouvaient s'enflammer. Le carburant pouvait prendre feu. Si les dégâts étaient importants, le premier réflexe de l'équipage était simple, sortir. Les voies d'évacuation variaient, selon la conception du char. Certains avaient plusieurs trappes, d'autres n'en avaient qu'une ou deux. L'entraînement mettait l'accent sur la rapidité. Les équipages répétaient sans cesse l'évacuation, conscients que chaque seconde comptait pour survivre. Pourtant, beaucoup ne survivaient pas. Les trappes se bloquaient, les incendies se propageaient trop vite, les chars se renversaient ou brûlaient. Un char qui semblait autrefois invincible pouvait devenir un cercueil de métal en quelques instants. Pour les autres, les équipages de chars paraissaient chanceux. Ils roulaient au lieu de marcher. Ils combattaient derrière un blindage au lieu d'être à découvert dans les champs. Mais cette protection avait un prix. Ils dormaient sous terre, respiraient les fumées, subissaient la chaleur, le vacarme et l'épuisement. À l'intérieur du char, chaque instant était dangereux, chaque instant inconfortable. Et lorsque le blindage cédait, il n'y avait souvent aucune échappatoire. Le char était l'une des armes les plus puissantes de la Seconde Guerre mondiale. Mais pour les hommes à l'intérieur, la survie n'était jamais garantie. Les chars sont difficiles à détruire, c'est tout l'argument de vente. 40 tonnes d'acier en mouvement, enveloppées d'un blindage assez épais pour que les balles de fusil se sentent personnellement insultées, propulsées par des moteurs conçus pour continuer à fonctionner même lorsque plusieurs composants essentiels ont déjà abandonné. Malheureusement, si vous construisez quelque chose de difficile à détruire, quelqu'un va immédiatement se consacrer à trouver comment le détruire quand même, de préférence rapidement, et à moindre coût, et si possible en grand nombre. Quand cela arrive, les équipages de chars ne restent pas assis à attendre un mémo annonçant le prochain kit de mise à niveau officiel. Ils improvisent et soudent. Ils boulonnent, ils empilent et ils coulent. Parce que parfois, survivre dépend moins d'une ingénierie élégante, et plus de tout ce qui semble pouvoir arrêter une explosion si on l'attache assez vite. La plupart des gens associent les combats de chars de la Seconde Guerre mondiale à l'Europe. De vastes champs et de longues lignes de vue avec des lueurs de tir au loin, des duels de blindés qui se déroulent à des distances presque civilisées. Ils imaginaient rarement des jungles, mais dans le théâtre du Pacifique, les chars américains combattaient dans un terrain où la visibilité se mesurait en mètres, pas en kilomètres. Et l'infanterie japonaise, souvent dépourvue de canons anti-chars lourds, s'est adaptée de la manière la plus directe possible. Si vous ne pouvez pas détruire le char à distance, approchez-vous simplement et détruisez-le de près. Charge explosive, grappes de grenades, explosifs magnétiques. Des soldats fonçaient en avant, grimpaient sur la coque, forçaient les trappes et tentaient de redécorer le compartiment de l'équipage avec des explosifs puissants. Depuis l'intérieur du char, c'était extrêmement désagréable. Vous ne pouvez pas tout voir, vous ne pouvez pas couvrir tous les angles, et quand quelqu'un se tient sur votre toit avec une bombe, l'épaisseur du blindage semble soudainement relativement peu importante. Les équipages américains ont répondu avec une solution qui ne nécessitait aucune recherche, aucun programme de test, et absolument aucune subtilité.
Ils ont transformé leurs chars en hérissons. Des clous de construction de 8 cm et demi, littéralement juste des clous de quincaillerie, étaient sous des pointes vers le haut, autour des trappes, des périscopes, des ventilateurs et de tout ce qui semblait vaguement accessible. La logique ici était d'une franchise rafraîchissante. Tu veux monter sur ce char? Tu vas saigner d'abord. Ça a marché. Même les assaillants les plus motivés hésitent quand chaque prise est une aiguille d'acier prête à transpercer la paume. Toutefois, cette modification avait des effets secondaires. Ces pointes ne faisaient pas de distinction selon l'uniforme. Les équipages devaient en monter et descendre prudemment, ce qui n'est pas idéal dans un métier où la rapidité est essentielle. Il y avait aussi le risque qu'une grenade se coince au lieu de glisser. Mais il y avait aussi un avantage. Ces pointes séparaient, et les charges creuses étaient bien plus efficaces d'appliquer directement contre le blindage. Les faire exploser à quelques centimètres rend leur mauvaise journée un peu moins pénible pour vous. Le char avait l'air ridicule, mais il devenait aussi beaucoup plus difficile à escalader, et cela en valait la peine. Un autre casse-tête persistant dans le théâtre du Pacifique était la mine anti-char magnétique type 99, plate, en forme de disque, remplie de TNT, entourée d'aimants. Dotée d'un détonateur à court délai, elle pouvait être lancée ou placée sur un char avec une perche en bambou. Une fois fixée, il ne restait que quelques secondes pour fuir. Elle ne pouvait pas percer le blindage frontal épais d'un M4 Sherman, mais ce n'était pas nécessaire. Faites exploser les composants de la suspension, fissurez les maillons de la chenille, bloquez le train de roulement, et vous aurez réussi à transformer un char redoutable en cible facile. La première contre-mesure utilisait de la peinture. Les marines s'y ajoutèrent du sable pour rendre la surface rugueuse et empêcher l'adhérence des aimants. Ça fonctionnait, parfois, ce qui, en situation de combat, revient à dire que ce n'était pas suffisant. Alors, les équipages de chars sont passés au bois. Des planches étaient boulonnées et soudées le long des flancs de la coque et sur les parties vulnérables du train de roulement. Les mines magnétiques touchèrent le bois et tombèrent simplement. Pas d'adhérence, pas de détonation. Problème atténué. En prime, le bois créait un espacement, et les charges creuses dépendent d'une géométrie très précise pour former un jet pénétrant. Lorsque vous perturbez cette géométrie, même légèrement, les performances chutent brutalement. Le char ressemblait maintenant à une cabane mobile, mais ça fonctionnait. Finalement, cependant, le bois seul ne suffisait plus. Les troupes japonaises ont commencé à forcer des explosifs dans les interstices. Les canons anti-chars étant toujours présents, les équipages ont choisi la solution universelle du soldat. En rajouter encore. Du béton a été coulé sur les sponsons, les glacis et les carters de transmission. Les interstices ont été comblés, les surfaces épaissies. Les chars présentèrent des excroissances grises et bosselées, évoquant davantage un chantier mal tourné qu'un véhicule blindé. Contre des armes plus légères, cela aidait. Contre la physique, pas vraiment. Le béton est lourd, extrêmement lourd. Les moteurs peinaient. Les transmissions et suspensions peinaient aussi, mais personne n'écoutait. Parce que quand l'alternative, c'est d'exploser, la compassion mécanique passe très loin dans la liste des priorités. Les soviétiques ont aussi expérimenté le béton, mais à une échelle bien plus grande. D'énormes blocs étaient fixés au T-34. Des caissons en acier creux remplis de sable et de résine ont été testés. La protection était améliorée. La mobilité, elle, disparaissait. Certaines configurations ajoutaient plus de 13 tonnes. Chaque bloc pesait plus qu'une petite voiture, rendant les réparations sur le terrain quasi impossibles. L'idée a discrètement disparu. Il s'avère que la meilleure façon de ruiner un char moyen, c'est de le faire peser autant qu'un char lourd. Les protections improvisées étaient fragiles. Les ingénieurs allemands ont alors ajouté des jupes latérales en treillis métalliques, appelées Thomas-Schützen. Elles semblaient fragiles, bon marché, et donnaient vaguement l'impression que quelqu'un avait pillé une casse. Elle visait à contrer les fusils anti-chars soviétiques en déstabilisant et retournant les projectiles avant qu'ils n'atteignent le blindage. Légères, remplaçables et efficaces, elles remplissaient parfaitement leur rôle. Plus tard, des treillis similaires ont servi à contrer les charges creuses. Les soviétiques ont créé leur propre version. Les deux camps les surnommaient blindages en sommier, car ils y ressemblaient vraiment avec un peu d'imagination. Parfois, l'innovation sur le champ de bataille consiste simplement à donner à des objets de récupération un rôle très important. Tu sais ce qui fonctionne aussi comme blindage de char? Ajouter encore plus de blindage de char. Un véhicule pouvait être mis hors de combat, mais cela ne signifiait pas qu'il était hors de la bataille ou qu'il ne pouvait pas encore servir à quelque chose d'utile. Des plaques de métal provenant de véhicules endommagés ou détruits pouvaient être soudées sur les zones vulnérables d'un véhicule encore opérationnel, ajoutant ainsi une couche supplémentaire d'acier entre l'équipage et un obus anti-char à grande vitesse en approche.
Bien sûr, cela ajoute du poids supplémentaire à un char, mais la réduction de vitesse était considérée comme un compromis valable. Cette idée s'est révélée si efficace que l'armée l'a officialisée. Et le char d'assaut M4A3E2 Jumbo est sorti de la chaîne de production avec des plaques de blindage plus épaisses dès le départ. Seules quelques centaines ont été fabriquées. Mais cela montre à quel point l'improvisation des soldats peut influencer la politique officielle. Le blindage improvisé n'a jamais cessé. Des maillons de chenilles accrochés aux tourelles, des plaques d'acier soudées partout où possible, des sacs de sable empilés là où ils pouvaient tenir en place, des rondins d'abord prévus pour la traction mais utiles contre Pendant les guerres en Irak et en Afghanistan, les véhicules américains sortaient avec ce qu'on appelait un blindage de fortune, fabriqué à partir de ferraille et de tout ce qui pouvait arrêter les balles et les éclats. Aujourd'hui, des blindages en cage et à latte entourent les véhicules modernes pour contrer les roquettes, les missiles et les drones rôdeurs toujours présents. Moquée en ligne, sous le nom de Cop Cage, elle perpétue une tradition vieille d'au moins 100 ans. Ajouter de l'espace, ajouter de la masse, ajouter des problèmes pour l'adversaire. Le blindage improvisé n'est pas magique. Parfois, il sauve des vies, parfois il aide à peine, et parfois il casse votre suspension et vous fait détester par votre équipage. Mais cela signifie toujours une chose. Quelqu'un a vu un problème et a refusé de l'accepter. Il a pris un poste à souder et a transformé ses chars en hérissons. Ils ont boulonné du bois sur des véhicules blindés, et ils ont coulé du béton sur des moteurs qui suppliaient déjà qu'on les épargne. Parce qu'en temps de guerre, la perfection est optionnelle. La survie, elle, ne l'est pas.